Vous payez en liquide ou par carte? C'est une question que l'on n'entend plus jamais aujourd'hui lorsqu'il s'agit de payer dans un restaurant ou d'acheter quelque chose dans un magasin. La plupart d'entre nous n'utilisent plus de cash parce que la carte bancaire remplace l'argent liquide pour tous les paiements aujourd'hui, les petits comme les gros. Et si on y réfléchit, dans un laps de temps relativement court, l'évolution des cartes de paiement a considérablement modifié notre façon de payer. Et évidemment, s'il y a bien un groupe de personnes qui s'intéressent à notre façon de payer, ce sont les fraudeurs. Et aussi, d'ailleurs, ils ont fait évoluer leurs techniques en s'adaptant à nos comportements. Et vous allez le voir, les innovations technologiques ne sont donc pas les seules responsables des changements dans nos habitudes de paiement. Les fraudeurs, eux aussi, sont à l'origine de certaines innovations technologiques qui nous ont ensuite influencés afin de nous protéger. Petite mise au point, je ne vais pas ici faire une histoire complète des moyens de paiement. Mon but est de voir comment les techniques des fraudeurs se sont adaptées aux changements dans les paiements et l'arrivée des paiements en ligne. Je vais donc prendre des raccourcis, un peu osés parfois, faire des sauts dans le temps inégaux, car la période qui nous intéresse le plus, ça reste quand même la période récente, celle durant laquelle les moyens de paiement ont beaucoup bénéficié des innovations et donc ont beaucoup évolué. Des innovations dans les moyens de paiement. Avant l'arrivée des pièces de monnaie, les seuls moyens d'obtenir quelque chose étaient le don, la réquisition et le troc. Et oui, vous ne vous en souvenez peut-être pas car ça fait longtemps que vous avez appris ça à l'école, mais les premières pièces de monnaie remontent très loin dans l'Antiquité. Et elles ont déjà à l'époque révolutionné le commerce. À partir de ce moment-là, les paiements en monnaie sonnante et trébuchante, ont longtemps été la norme. Même si au début, tout le monde n'y avait pas accès. Ces pièces de monnaie étaient fabriquées dans des métaux précieux, généralement en bronze, en argent, en or, et avaient une valeur réelle en raison de leur poids. De leur côté, les fraudeurs se sont mis à frapper des fausses pièces. Les premiers faussaires étaient nés. Parce que si vous pensez que la fraude que nous connaissons aujourd'hui est un phénomène récent, vous vous mettez le doigt dans l'œil. De tout temps, malheureusement, certaines personnes ont cherché à tricher, utiliser le système afin de s'enrichir. Ce n'est malheureusement pas nouveau. Même si, et ça vous le savez parce que vous nous écoutez dans ce podcast, ça s'est gentiment intensifié ces dernières années. Mais revenons à nos moyens de paiement, nos pièces de monnaie et nos billets qui sont apparus un petit peu plus tard. En plus des fraudeurs, on devait se protéger contre les voleurs, cacher son argent sous son matelas. Peut-être une protection même. On le sait, il est plutôt conseillé d'installer un coffre-fort solide chez soi. Mais en fait, ce sont les banques qui ont commencé à offrir de protéger l'argent de leurs clients s'ils les déposaient dans leurs locaux. Et donc les banques sont devenues des coffres-forts. Et les voleurs, se sont mis à attaquer les banques. L'arrivée des cartes bancaires. Mettre son argent à la banque, c'est une bonne manière de le protéger. Mais comment alors obtenir de l'argent liquide si j'en ai besoin? Se rendre dans une agence bancaire a longtemps été le moyen d'y parvenir. Et puis, on a inventé le distributeur automatique de billets. Ce guichet automatique de banque permettait d'obtenir de l'argent au moment le plus opportun pour le client. Ça, vous le savez déjà. Mais ce n'est pourtant pas l'arrivée de ces machines qui distribuaient de l'argent qui nous intéresse le plus, mais le nouveau moyen en fait pour les clients de s'identifier face à cet appareil, à ces machines, la carte bancaire. Parce que pour obtenir cet argent, le client devait introduire une carte en plastique munie d'une piste magnétique. Vous savez, cette bande noire au dos de la carte. Il devait mettre cette carte dans la machine et taper un numéro d'identification personnel, son code secret, aussi appelé le code PIN, il fallait le mettre sur le clavier numérique de l'appareil. Pour les voleurs, un problème s'est soudainement posé. Oui, le voleur jusque-là s'emparait d'un sac à main ou d'un portefeuille et avait directement accès à l'argent qui était dedans. Mais s'il n'y a pas d'argent liquide dans le sac ou dans le portefeuille, mais seulement une carte de débit,
il ne peut rien faire avec. Et donc il a fallu commencer à attendre que les gens aillent retirer de l'argent au distributeur pour leur voler cet argent juste après. Et en fait, nos voleurs se sont vite rendus compte qu'ils pouvaient faire mieux. Pourquoi? Juste voler l'argent qui a été juste retiré, qui est une petite somme. Alors qu'on peut voler toutes les économies de la personne. C'est beaucoup plus intéressant, mais aussi plus compliqué. Parce qu'il leur fallait se trouver physiquement assez proche de la personne qui va au distributeur afin de voir le code secret lorsqu'il est tapé sur le clavier de la machine. Et ensuite, en volant le portefeuille, la carte devenait maintenant intéressante. Cette forme de fraude qu'on appelle le shoulder surfing, le fait d'aller regarder au-dessus de l'épaule de la personne pour lire son code secret, a fait son apparition. Mais si cette pratique existe depuis un moment maintenant, peu de gens ont adapté leur comportement. Je veux dire, vous et moi, on ne fait pas très attention. Parce qu'il suffirait simplement de se retourner avant de taper son code secret pour vérifier qu'on est bien seul, ou de cacher son code au moment où on le tape. Par exemple, en mettant, comme je le montre, une main sur celle qui rentre le code pour rendre le shoulder surfing totalement inopérant. Si vous saviez le nombre de personnes dont j'arrive à voir le code PIN au supermarché ou au restaurant lorsqu'ils paient, ça n'est pas normal. C'est même effrayant. En plus, aujourd'hui, les caméras des téléphones portables sont tellement de bonne qualité qu'il ne faut même plus, pour un fraudeur, se retrouver juste à côté de la personne pour filmer la main qui rentre le code, pour autant que ça soit dans le champ de vision de la caméra. Donc maintenant, vous savez ce que vous pouvez changer quand vous payez avec votre carte. Mais nos voleurs sont malins. Et certains ont aussi des connaissances techniques avancées. Ils ont trouvé une deuxième possibilité d'abuser des cartes bancaires en trouvant une faiblesse dans la piste magnétique. Grâce à cette découverte, il leur est possible de copier cette piste magnétique afin de transférer les données qu'elle contient sur une autre carte, une nouvelle carte, qui est à eux et donc dont ils ont le contrôle. Alors attention, ils devaient quand même toujours voler le code secret de la victime. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que s'ils volaient la carte et le code PIN suffit, pourquoi commencer à copier la bande magnétique? D'autant plus que c'est quand même plus compliqué. Vous voyez pas pourquoi? Non? Vraiment? Voilà. Exactement. Parce que la victime qui se rend compte du vol de sa carte, elle va alerter sa banque. Elle va faire bloquer la carte. Alors que si la personne a toujours sa carte, elle ne se doutera de rien, ce qui laisse le temps au fraudeur de vider son compte bancaire à son aise. Et cela peut durer un bon moment. Oui, combien de fois, par mois, par jour, par semaine, est-ce que vous allez voir le solde de votre carte bancaire aujourd'hui? Oui, et peut-être que vous le faites plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui on peut le faire avec sa banque en ligne. Mais combien de fois le feriez-vous si vous n'aviez pas cet accès à votre compte en ligne ou sur votre mobile? C'est ça. Et c'est justement ça qui rend service aux fraudeurs. Ce type de fraude porte le nom de skimming. Comment font-ils? Simplement, ils vont introduire sur le distributeur un petit dispositif quasiment indétectable dans la fente dans laquelle vous entrez votre carte. Ce dispositif dispose simplement d'un lecteur de bande magnétique et d'une mémoire pour stocker les informations. Un complice ensuite, lui, va récupérer le code secret et les notes sur un petit papier. Ensuite, il ne reste plus qu'à recréer les cartes avec les informations récoltées tout au long de la journée. Le tour est joué. Alors bien entendu, les banques et les fabricants de distributeurs automatiques de billets ne sont pas restés inactifs. Il est devenu de plus en plus difficile d'introduire un tel dispositif dans la machine. Et même si le skimming n'existe plus quasiment aujourd'hui, si jamais à un moment, parce que ça arrive, rarement mais ça arrive, si vous remarquez quelque chose d'anormal dans l'appareil, n'y insérez pas votre carte, signalez-le à la banque ou à la société qui opère les machines. Ne le retirez pas cet appareil, parce qu'il y a peut-être un fraudeur qui surveille. Maintenant, ce qui a rendu ce skimming obsolète, ce ne sont pourtant pas les protections sur les machines, mais l'évolution de la carte bancaire. Le fait de pouvoir la copier était un vrai problème. Sauf qu'en 1974 ou 1974, un ingénieur français du nom de Roland Moreno invente
un système de puce électronique doté d'une mémoire interne. Cette puce a 2 gros avantages. Tout d'abord, la carte mémoire a la possibilité de stocker des données dans la puce, rendant inutile la liaison permanente avec le terminal de paiement et la banque. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que, n'oubliez pas, on est dans les années 70, 70, 80. Les infrastructures des opérateurs téléphoniques ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et la stabilité de ces infrastructures, et donc du transfert d'informations, s'est considérablement améliorée depuis. À l'époque, quand il y avait un problème avec la transmission de données, la machine ne fonctionnait pas. Avec la puce, on a pu éviter certains appels vers les serveurs de l'institution financière. Et deuxièmement, et c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, cette puce est tellement sécurisée qu'elle n'a jamais pu être copiée. Et même s'il a encore fallu attendre les années 80 pour voir arriver cette technologie sur les cartes bancaires en France et dans les pays voisins, et même dans les années 90, 90 pour d'autres pays, voire même plus tard pour les États-Unis, cela a quand même eu une grande claque au skimming. On ne pouvait plus copier les cartes bancaires. Et cette puce sur nos cartes a aussi ouvert de nouvelles possibilités, et donc de nouvelles formes de fraude. C'est l'arrivée de la banque en ligne. À partir du début des années 2000, les services bancaires en ligne se sont multipliés. Au début, chaque banque avait ses propres systèmes pour sécuriser l'accès aux comptes de ses clients quand ils allaient dans la banque en ligne, comme un petit appareil lié au client. Un Digipass par exemple, une combinaison d'un identifiant et d'un mot de passe secret. Un programme installé sur l'ordinateur de l'utilisateur. Vous avez peut-être connu ça. Ça nous permettait à l'époque de nous identifier dans notre banque en ligne. Seulement, les banques ont constaté qu'un simple nom d'utilisateur et un mot de passe, ça n'était pas très sûr. On le sait, et c'est pas nouveau. Dit aujourd'hui, où que ce soit sur vos médias sociaux, sur vos emails, mot de passe et nom d'utilisateur, ça suffit pas. Il faut un second facteur. Tout ça parce que les fraudeurs pouvaient les récupérer. Parce qu'un appareil qui était connecté, ça coûte pas mal d'argent, ça coûtait cher. Et puis ces programmes qu'on devait installer sur son ordinateur pour effectuer ces opérations bancaires, ça n'était pas idéal pour les personnes qui souhaitaient effectuer des opérations sur d'autres appareils. En plus, on pouvait créer des virus informatiques qui pouvaient voler les accès sur la machine de l'utilisateur. Alors qu'avec une carte bancaire à puce, et je pense que là vous me voyez venir, on pouvait simplifier ces moyens d'identifier le client dans la banque en ligne et surtout augmenter la sécurité de l'utilisateur. Et donc les banques ont commencé à utiliser la puce de la carte pour générer des codes uniques permettant d'utiliser les services bancaires en ligne. Ce fameux lecteur de carte était toujours nécessaire, mais il ne devait plus être lié à la personne. En effet, un tel lecteur de carte, tel que ceux qu'on utilise encore parfois aujourd'hui, même s'ils sont un peu en fin de vie, mais un tel lecteur de carte n'est rien d'autre qu'une combinaison d'un écran et d'un clavier. N'importe qui peut utiliser n'importe quel lecteur de carte de la même banque. Cela n'a aucune importance. Ils sont tous identiques et interchangeables. C'est d'ailleurs une confusion assez commune chez les utilisateurs de cette technologie. Ils pensent que leur lecteur de carte est lié à leur personne. Confusion dont les fraudeurs abusent d'ailleurs allègrement. En fait, l'élément de sécurité dans cette combinaison lecteur de carte et la carte bancaire, c'est la puce de la carte, avec le code PIN. La carte est personnelle. Vous le savez, le code PIN est secret. Le lecteur, lui, il est commun. On peut utiliser celui de son voisin, celui de son conjoint, pour autant qu'il soit dans la même banque, c'est plus facile. Ça marche aussi. Donc c'est la puce de la carte qui va calculer le code unique et temporaire qui s'affiche simplement sur le lecteur du lecteur de carte. Code qu'il faudra ensuite copier sur l'écran de son ordinateur ou de son téléphone portable lorsqu'on est sur le site internet de sa banque. Tout ça, vous le connaissez déjà. Sauf que c'est là que le phishing a pris de l'ampleur. Parce que cette technologie, qui était et qui est toujours tellement sécurisée, a fait que toutes les banques se sont mis à l'utiliser. Tout le monde avait une carte bancaire. On s'est donc retrouvé avec un système unique, presque partout dans le monde, pour identifier les clients. Et donc les fraudeurs ne devaient plus chercher à abuser de chaque protection mise en place dans chaque banque différente. Ouf, quel gain de temps pour eux. Ils pouvaient trouver une technique qui marchait pour tout le monde, quelle que soit la banque où se trouvait leur victime.
Pour autant que la banque utilise ce système utilisant la sécurité de la puce lue par un lecteur de carte, mais ça on l'a vu, quasiment toutes les banques s'y sont mises. En effet, le système est parfaitement sûr tant que le client n'utilise que le site web de sa banque, le site internet de sa banque, pour s'identifier. Et c'est là que le bât blesse. Les fraudeurs avaient déjà un peu d'expérience en matière de phishing, de site web simplement sécurisé par une combinaison d'un identifiant et d'un mot de passe. Il n'était donc pas très compliqué pour eux de créer un site de phishing demandant un code supplémentaire, le fameux code réponse généré sur le lecteur de carte. Et là encore, qui regarde vraiment vers quel site internet il arrive en cliquant sur un lien dans un SMS ou dans un email? Qui regarde avant de rentrer ses codes d'accès, qu'il ou elle est bien sur le site internet de sa banque? Je veux dire, dans le navigateur, dans la barre d'adresse du navigateur, sur son téléphone ou son ordinateur. En fait, tout le monde est capable aujourd'hui de reconnaître le site internet de sa banque en regardant dans cette fameuse barre d'adresse de son navigateur. Mais en général, si le site ressemble à celui de ma banque, ça me suffit, ça me rassure et je donne mes codes. Et soyons clairs, c'est vraiment dommage parce que cette petite vérification est simple et rapide et en fait, elle pourrait mettre par terre une bonne partie du business des fraudeurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le code QR qui est ici ou le trouver dans les notes de l'épisode pour aller suivre la formation sur safeonweb.be qui vous apprend à reconnaître un site de phishing ou un lien frauduleux dans un message. Comme ça, vous pouvez apprendre à vous protéger contre le phishing. C'est gratuit et ça ne vous demande que 10 minutes d'attention. Et encore une fois, les banques se sont adaptées afin de permettre à leurs clients de voir qu'il y a un truc qui cloche quand ils vont signer leur transaction. Elles proposent aujourd'hui d'autres moyens d'identification et de signature comme It's Me ou des applications bancaires qui lisent des codes QR, mais surtout, et c'est ça qui est important, qui permettent d'afficher sur l'écran du téléphone de leur client les informations sur ce qu'il fait. Donc en gros, en utilisant ces moyens de paiement pour signer en ligne, eh bien on peut vérifier que l'opération que l'on effectue est bien celle que l'on pense faire. Ce qui est normal dans la plupart des cas, mais si on est tombé dans le piège d'un fraudeur, eh bien c'est bougrement utile. Attendez-vous d'ailleurs à ce que votre lecteur de carte disparaisse bientôt si ça n'est pas déjà fait, parce que je vous l'ai dit, c'est une technologie sûre, mais il y a mieux aujourd'hui. Sauf que là aussi, il faut faire un petit peu attention. Vérifier les informations sur l'écran de son téléphone avant de signer. C'est une nouvelle habitude à prendre, pas très compliquée en soi, mais en tout cas, sachez que les fraudeurs, eux, ils vont abuser de ceux qui ne vérifient pas ce qu'ils signent au moment où ils le signent. L'arrivée des paiements en ligne. L'utilisation de la puce électronique qui équipe donc nos cartes bancaires et le lecteur de carte a également permis d'effectuer des achats en ligne sécurisés dans une boutique sur Internet. Les cartes de crédit bénéficiaient aussi d'un code supplémentaire imprimé sur la carte, souvent au dos de la carte, le fameux code CVC ou CVV. Pour le cas où vous tomberiez sur la question au Trivial Poursuite, je vais juste rapidement vous expliquer la différence entre les deux. Le CVC signifie Card Validation Code, code de validation de la carte. Et lui, il est utilisé par Mastercard. Donc le CVC, c'est Mastercard. Tandis que le CVV, qui signifie Card Validation Value, valeur de vérification de la carte, lui, il est utilisé par Visa. Mais en fait, c'est la même chose. Ces codes à 3 chiffres, présents sur les cartes de crédit, sont maintenant aussi sur les nouvelles cartes de débit. Vous l'avez peut-être déjà vu ou reçu. Et ils permettent d'approuver une transaction en ligne. Ce numéro doit être gardé aussi secret que le code PIN. Et oui, ça n'est pas toujours très facile puisque lui, il est imprimé sur la carte. Ce qui fait que certains le grattent de la carte pour le faire disparaître et le notent sur un autre support, par exemple sur leur téléphone portable. C'est malin. Mais attention, si vous faites ça, ne perdez pas ce code. Parce que sans lui, eh bien la carte devient inutilisable pour les achats en ligne qui le demandent. Les nouvelles cartes de débit, Mastercard et Visa, sont aussi une nouvelle avancée. Parce que ces cartes munies du fameux CVC ou CVV, vous savez ce que c'est aujourd'hui, sont plus faciles à utiliser pour les achats en ligne. Les personnes qui n'avaient pas de carte de crédit et qui se sont vues bloquées dans certains achats en ligne dans le passé, eh bien peuvent maintenant, avec cette nouvelle carte de débit, acheter partout sur Internet. Et cette carte offre aussi un nouveau service, la prise d'un abonnement, qui sont en fait des paiements récurrents.
Ça n'était pas possible avant, sur les anciennes cartes de débit. Et cette nouvelle fonctionnalité, eh bien, a amené une nouvelle forme de fraude, ou remise au goût du jour, une fraude plus ancienne. Les fraudeurs ont commencé à créer des abonnements cachés. Il s'agit généralement de paiements hebdomadaires, bimensuels ou mensuels d'un montant fixe. Les montants sont parfois de quelques dizaines d'euros, si bien que on n'y fait pas toujours attention lorsqu'on regarde ces extraits de compte sur Internet. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu l'une de ces tentatives de fraude, car elles sont devenues très populaires aujourd'hui. Dans un premier temps, on reçoit un courriel ou un message sur les médias sociaux concernant une offre incroyable, des baskets Adidas à 9,89 € ou une machine expresso à 1,50 €. Ça peut prendre aussi la forme d'un concours, où on peut gagner de superbes prix en ne payant que les frais d'expédition. Sur le site d'ailleurs, si on regarde bien, il est souvent indiqué en tout petits caractères qu'il s'agit d'un abonnement. Mais c'est suffisamment bien caché pour qu'une personne normale n'aille pas voir et ne se rende compte de rien finalement. Et donc en signant en toute sécurité pour le petit montant, avec sa nouvelle carte de débit, eh bien la personne donne en même temps son accord pour payer, disons, 30 € tous les 15 jours. Parfois même, ils vont rajouter un deuxième abonnement, parce que pourquoi pas? Et c'est ce qu'on appelle la fraude à l'abonnement. En jouant sur nos faiblesses, comme l'appât du gain, le plaisir de gagner un truc, les fraudeurs sont devenus des pros de la manipulation. Alors que si on y réfléchit 2 secondes, une vraie paire de sneakers de marque à moins de 10 €, vraiment, un peu de bon sens. Si le produit coûte plus cher ailleurs, il y a un truc qui cloche. À ce prix-là, soyons clairs, soit c'est un faux, soit c'est une arnaque. D'ailleurs, en général, c'est toujours une arnaque. Bon, évidemment, on devrait tous lire les conditions d'achat, les conditions du site, avant de faire un achat. Mais franchement, qui fait ça? Je dirais que le conseil le plus important peut-être ici, c'est que si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas. Mieux vaut passer à côté d'une bonne affaire que de perdre son argent. L'arrivée des cartes virtuelles. Il y a quelques années, nous sommes passés de la carte physique à la carte virtuelle avec des services tels que Apple Pay, Google Pay, Payconic et d'autres moins connus comme Garmin Pay, Fitbit Pay ou le Microsoft Wallet. Ces systèmes utilisent une copie numérique de la carte bancaire. Et donc, une fois configurée, eh bien, on peut payer sans avoir sa carte physiquement sur soi. Avec Apple Pay et Google Pay, le paiement s'effectue simplement sans contact, avec son téléphone ou sa montre même. Il ne faut même pas saisir son code secret sur le terminal de paiement. Bon moyen d'ailleurs de combattre le shoulder surfing. Si le portefeuille numérique le juge nécessaire au moment où vous faites votre paiement, il vous demandera de confirmer votre identité en utilisant la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, voire un code lié à l'application, mais qui n'est pas celui de la carte bancaire. Faites-y attention. D'autres applications comme Payconic offrent les mêmes services de paiement sur un site web ou dans un magasin ou même pour rembourser quelqu'un. Et c'est super pratique, on scanne un code QR pour payer. Alors évidemment, les fraudeurs adorent ces fonctionnalités de portefeuille numérique, presque autant que nous. Imaginez le truc, plus besoin de voler la carte ou le code secret. Ils ont juste besoin des informations nécessaires pour configurer la carte virtuelle. Comment ils font? Mais il n'y a rien de nouveau pour eux là-dedans. Le phishing marche aussi pour ça. Et ça n'est d'ailleurs pas parce que la victime n'utilise pas de portefeuille numérique que les fraudeurs ne peuvent pas le faire à leur place. Je connais des gens qui refusent d'utiliser ces services parce qu'ils ont peur qu'on les utilise contre eux. Ça ne sert à rien, ça n'empêchera pas le fraudeur de configurer un portefeuille numérique à votre place. La seule protection consiste à apprendre à repérer le phishing. Lien dans la description, ça fait quand même 2 fois qu'on parle de ce training. Ça vous protège contre différents types de fraudes. Il y a aussi un autre truc qui peut vous protéger. Beaucoup de banques ont mis en place un système de SMS qui vous alerte lorsque une application bancaire mobile ou un portefeuille numérique à votre nom a été créé. Si vous recevez ce SMS, il dit souvent que si ce n'est pas vous à l'origine de l'opération, appelez-nous au, il vaut mieux appeler pour être sûr. Maintenant, si vous avez un doute, vérifiez quand même le numéro de votre banque sur Internet, sur son site, avant de téléphoner. Ou utilisez les fonctions de chat. De plus en plus de banques, aujourd'hui, sur l'application mobile ou sur leur site Internet, ont implémenté un chat. Et là,
là, vous êtes sûr d'être en contact avec votre banque, puisque vous êtes dans votre application bancaire ou vous êtes sur leur site internet. Et puis, on voit depuis peu les fraudeurs abuser des codes QR, ça, on l'avait vu venir, pour voler de l'argent. Les applications de paiement qui utilisent ces codes QR montrent pourtant toujours le montant de la transaction et le compte bénéficiaire avant la signature. Et donc, si on lit ces informations avant de valider, c'est pratique pour se protéger. Aujourd'hui, et je sais que je me répète, mais aujourd'hui, il faut faire attention lorsque l'on fait un paiement. Vérifier que je suis sur le bon site, celui de ma banque évidemment, ou celui du magasin où je pense être, en lisant le nom du site dans mon navigateur. Regardez ce que je signe avant de le signer. Toutes ces informations, elles sont là, elles sont disponibles pour nous. Les fraudeurs vont essayer d'abuser de notre fainéantise. Il faut faire attention et juste regarder. Ça prend 2 secondes, mais au moins, on est sûr de ne pas tomber dans leur piège. L'arrivée des paiements sans contact. Je vais terminer mon petit tour des moyens de paiement et de la fraude qui les abuse ou, comme on l'a vu, abuse de notre manque d'attention par les paiements sans contact. Nos cartes de paiement actuelles permettent aussi de payer sans contact et donc sans code secret. Ou mais alors, quelqu'un ne peut-il pas simplement scanner mon portefeuille lorsqu'il est dans ma poche ou dans mon sac à main? Alors, attendez, soyons clairs. Ici, honnêtement, c'est possible. Techniquement, on peut le faire. Mais dans la réalité, on ne le voit en gros qu'à la télé ou dans les vidéos en ligne qui veulent nous faire peur. Car oui, il n'est pas très difficile d'acheter un appareil capable de lire la carte sur Internet. On peut le faire. Mais ça ne suffit pas. Un tel appareil doit également être relié à un compte bancaire. Et une fois que c'est fait, eh bien, le fraudeur pourra uniquement à ce moment-là commencer à voler de l'argent. Sauf que ça ne peut se faire que dans le monde réel. Et en plus, l'appareil doit être tenu discrètement et assez proche de la carte de la victime. Et à chaque fois pour un petit montant. Car le montant maximum d'une transaction sans contact, il est en général de 50 €. Et celle-ci ne peut être effectuée que 2 fois, car ensuite, eh bien, il faut saisir à nouveau le code secret de l'utilisateur. Donc en fait, en théorie, il est possible de voler 100 € par carte. Mais pour cela, le fraudeur doit se donner beaucoup de mal et a de grandes chances de se faire prendre. C'est la raison pour laquelle ça ne se produit pas vraiment dans la réalité. Mais en revanche, ce que les fraudeurs vont faire, c'est effectuer des transactions sans contact, des paiements sans contact, jusqu'au montant maximum de la carte qu'ils auront volé et dont ils n'auront pas obtenu le code PIN. Raison pour laquelle il faut faire bloquer sa carte dès qu'on s'aperçoit qu'on l'a perdue, via le service en vigueur dans son pays. En Belgique, ça s'appelle CarStop, disponible au 078 170 170, ce numéro est gratuit. En France, il faut contacter le service interbancaire d'opposition à la carte bancaire. Facile à retenir. Il est accessible au numéro 0892 705 705. Attention, ce numéro est payant. Mais ensuite, il faut contacter sa banque pour les alerter. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de désactiver la fonction sans contact de sa carte. Mais attention, parce que cela rend aussi inutilisable cette carte pour certains distributeurs de boissons ou de bonbons. Parce qu'il n'y a pas de clavier sur la machine pour saisir son code PIN. Donc, plus de café au boulot. Moi, personnellement, je suis plutôt un fan du paiement sans contact parce que ça me permet de ne pas saisir mon code PIN aussi souvent et donc, il y a moins de risques qu'on me le vole. Conclusion. Si vous n'aviez jamais pensé à ça, maintenant, vous savez que votre carte bancaire est très importante à protéger, ainsi que son code secret. Étant donné qu'elle est super sécurisée, aujourd'hui, elle est utilisée partout, on l'a vu. Mais cela veut aussi dire que les fraudeurs vont tout faire pour essayer de la voler ou de nous tromper sur leur site de phishing afin de récupérer les codes qui sont générés avec la carte. Donc prudence. Cachez votre code secret lorsque vous l'utilisez dans un terminal de paiement, au magasin, au distributeur automatique. Et concernant les paiements en ligne, si vous utilisez encore un lecteur de carte, mais que votre banque propose d'autres solutions de sécurité plus récentes, changez-moi ces habitudes une bonne fois pour toutes. Jetez-moi ce lecteur de carte. Bon, recyclez-le, c'est mieux. Parce qu'en fait, quelque part, il rend service aux fraudeurs. On l'a vu, quand j'ai une validation avec un moyen de signature plus récent sur mon téléphone, par exemple, je sais lire ce qui se passe. C'est beaucoup plus facile. Et puis,
Un dernier conseil, mais qui est important. Lorsque vous n'avez plus besoin de votre carte bancaire, qu'elle est périmée, qu'elle est inutilisable ou qu'il y a un problème avec, coupez-moi cette puce en deux. On l'a vu. C'est la puce, l'élément de sécurité. Donc détruisez-la. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petit voyage des moyens de paiement, des évolutions technologiques et de l'évolution de la fraude liée à cette carte bancaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le fraudeur, le hacker et vous.